Pour souligner l'importance de l'éthique du psychanalyste dans la transmission de la psychanalyse, j'aimerais partir de mon expérience en tant qu'enfant. Quand j'étais à l'école primaire, il y avait des différences d'instruction importantes en fonction des professeurs que nous avions. Ces écarts étaient bien connus des parents d'élèves qui espéraient entre eux, telle une loterie inversée, que leurs enfants ne soient pas avec tel ou tel enseignant. Ainsi, un professeur était réputé pour ne jamais finir le programme, un autre se distinguait par sa minutie et sa dureté, un autre pour son laxisme et son manque d'autorité, un autre pour ses arrêts maladie prolongés, et un autre encore pour sa méchanceté. Mais le plus étonnant, et j'aimerais d'emblée attirer votre attention sur ce point, c'est que ces comportements problématiques étaient banalisés. Au collège, je retrouvais le même type de fonctionnement et remarquais qu'il s'accompagnait souvent d'un mal-être plus ou moins manifeste. Ce dernier pouvait se percevoir dans les plaintes répétitives, les autodénigrements, les inhibitions, les tics nerveux, l'apathie, l'agressivité, ou encore à travers les négligences corporelles et vestimentaires. Encore une fois, ces comportements souffrants étaient connus au sein de l'établissement, et encore une fois, ils s'y étaient normalisés. Cette banalisation est d'autant plus énigmatique que ces expressions pathologiques s'opposent à la fonction même de l'enseignement. En effet, quelle autorité peut avoir un enseignant s'il ne fait pas lui-même preuve d'exemplarité? Comment peut-il demander à des élèves de construire leur avenir s'il offre lui-même une image négative de cet avenir possible? La fin du lycée fut marquée pour moi par une forme de perdition. Je n'avais plus confiance dans la parole des majeurs et ne trouvais plus de modèle sur lequel m'appuyer. Les exemples que j'avais eus à l'école et dans ma famille me confrontaient à une forme d'aporie. À quoi sert-il d'être cultivé si c'est pour ne pas être bien dans sa vie? Après plusieurs mois d'errance, le choix d'entreprendre des études de psychologie m'est apparu évident. Je voulais faire une psychanalyse pour sortir de mon état de souffrance et je pensais avoir trouvé un métier épanouissant. Il me faut préciser qu'à cette époque, je croyais que les études de psychologie étaient l'équivalent des études de médecine pour le soin de l'esprit. Je pensais que les médecins soignaient l'organisme quand les psychologues, les médecins de l'âme, soignaient le psychisme. Et tout aussi naïvement, ou peut-être juste simplement, je croyais que tous les psychologues étaient psychanalystes, qu'ils avaient tous fait leur psychanalyse, et que toutes les écoles de psychologie enseignaient la psychanalyse. Si cette conception du soin peut paraître candide, elle nous invite tout de même à nous demander si la multiplicité des formations et des nominations actuelles est cliniquement justifiée. Entre le psychanalyste, le psychologue, le psychiatre, le psychothérapeute, le psychosomaticien, l'hypnothérapeute, le sophrologue, le thérapeute holistique, le coach en développement personnel, le coach vibratoire ou encore le thérapeute en constellation familiale, et je vous épargne ici des dizaines de nominations. Ne peut-on pas observer dans le champ du soin une tendance excessive à diviser et à compartimenter? Le premier jour de cours à l'université, le professeur nous a avertis que si nous étions nous-mêmes en souffrance, il valait mieux ne pas continuer ses études. Étant alors très angoissé et mal dans ma peau, j'avais envie de me cacher. Je n'ai pratiquement pas remis les pieds dans cet établissement et j'ai validé les examens de justesse en apprenant par cœur les polycopiés. L'année suivante, j'ai intégré une autre université dans laquelle la psychanalyse était davantage représentée. Le discours du professeur qui accueillait les étudiants était cette fois radicalement différent. Bienvenue, vous êtes tous fous. En plus de l'opposition radicale qui marquait l'accueil et les enseignements proposés par ces deux établissements, j'allais découvrir des dissensions importantes au sein de la même université. Ces désaccords, empreints d'animosité, se représentaient par une compartimentation du cursus en spécialisation hermétique. Psychologie clinique, psychologie du développement, psychologie cognitive, psychologie sociale, psychologie interculturelle, de même qui s'exprimaient au sein des dites spécialités. Ainsi, un professeur de psychologie sociale refusait catégoriquement que les étudiants s'appuient sur les travaux de Sigmund Freud pour étayer leur développement. Une professeure de psychologie clinique parlait avec mépris de ses confrères lacanoïdes
et avertissait les étudiants, avant leurs examens, qu'elle ne voulait pas entendre parler du phallus et des autres concepts lacaniens. Au-delà des dissensions et des inimitiés plus ou moins manifestes entre les professeurs, j'étais aussi troublé par les discours négatifs qu'ils avaient sur la formation et sur la profession. Nous entendions ainsi que l'enseignement et les stages proposés n'étaient pas suffisants pour se professionnaliser, que les psychologues devaient multiplier les postes sous-payés en institution, ou encore qu'il était impossible de vivre de sa clinique libérale. Mais le plus troublant, c'est que ces discours accablants étaient banalisés au sein de l'université, entre fatalisme et résignation. En plus de cette normalisation de la médiocrité, je remarquais un autre paradoxe dont nous pouvons nous demander s'il ne lui est pas directement corrélé. Quand j'ai commencé les études de psychologie, j'avais cette pensée naïve que les professionnels de la santé étaient particulièrement épanouis et en bonne santé. Je pensais effectivement qu'ils avaient fait leur propre cure et que cette expérience de la guérison leur conférait une certaine autorité. Or, très rapidement, j'ai remarqué chez mes professeurs les mêmes expressions de mal-être que celles que je voyais à l'école primaire, au collège et au lycée. Les négligences corporelles et vestimentaires, les obsessions, les inhibitions, les plaintes et autodépréciations, les attitudes puériles et les comportements narcissiques, la rigidité, l'agressivité et l'autodestruction. Ces comportements pathologiques étaient d'autant plus déconcertants qu'ils provenaient de professionnels du soin psychique. Mais ce qui était le plus énigmatique, et c'est précisément sur ce phénomène que j'aimerais attirer une nouvelle fois votre attention, c'est que si ce mal-être des soignants peut remettre logiquement en question leur légitimité et leur formation, il était au contraire banalisé et normalisé au sein de l'université. Tel un secret de polichinelle, ces comportements souffrants étaient connus de la plupart des étudiants et des professeurs qui usaient même de surnoms pour les caractériser. Entre la banalisation du mal-être des professionnels du soin, la banalisation du manque de cliniques et de professionnalisation des études de psychologie, la banalisation de la précarité et des clivages qui divisent la profession, nous pouvons finalement nous demander si ces problématiques ne reposent pas justement sur la tendance du moi à banaliser et à normaliser, à commencer par ses propres difficultés. Et pour entrer davantage dans le vif du sujet, n'est-ce pas précisément de cette normalisation des symptômes que résultent la plupart des impasses et divisions qui marquent, depuis Freud, l'histoire des écoles de psychanalyse? Pour écrire ma thèse de doctorat, j'ai eu l'occasion de fréquenter différentes écoles de psychanalyse. Dans chacune d'elles, j'ai constaté la même banalisation du mal-être. Et c'est alors que j'ai remarqué la fonction défensive de cette normalisation du symptôme. Ainsi, un analyste qui faisait preuve d'apathie pouvait dire lors de son séminaire que c'était normal d'être dépressif. Un autre, qui témoignait de son abattement, soutenait l'idée que pour tout le monde, la vie était triste et difficile à supporter. En plus de normaliser la souffrance, ces discours induisaient de nouvelles terminologies nosographiques. Un analyste qui se présentait comme névrosé parlait ainsi des névrosés banales, pendant qu'un autre, qui manifestait de nombreux comportements obsessionnels, disait ne jamais avoir rencontré de vrais obsessionnels. Ces exemples illustrent que cette tendance à minimiser, à généraliser et à normaliser constitue un procédé défensif du moi. Et plus précisément, nous pouvons considérer ces formulations discursives comme des formes de l'annulation rétroactive, c'est-à-dire comme un moyen utilisé par le moi pour faire disparaître les significations qui le dérangent. En minimisant, en généralisant ou en assimilant verbalement son symptôme avec un fonctionnement normal ou valorisé socialement, le moi efface les connotations négatives de son fonctionnement pathologique, il le normalise. Cette mystification a des conséquences paradoxales pour les écoles de psychanalyse, à commencer par cette contradiction fondamentale qui consiste dans le refus, par le moi des analystes,
de faire ou de continuer leur propre psychanalyse. En annulant rétroactivement ses propres symptômes, le moi annule en même temps la nécessité de les soigner. Au-delà de cette mise à distance de la psychanalyse par le moi des analystes, ce qui constitue tout de même une problématique saisissante, l'annulation rétroactive du symptôme se traduit aussi par un dévoiement de la théorisation et de la transmission. Les névrosés banales, les vrais obsessionnels, tout le monde est fou, ou c'est normal d'être dépressif, ces généralisations défensives détournent la conception freudienne du symptôme, dynamique, topique et économique, en une nouvelle lecture idéologique qui oppose de manière rigide et arbitraire le normal et le pathologique. Non seulement ces catégorisations imaginaires s'avèrent déconnectées de la clinique, mais dans la mesure où elles constituent des systèmes défensifs du moi, elles sont aussi hermétiques à toute discussion. Autrement dit, la systématisation des annulations rétroactives se traduit par un dévoiement de la théorie et de la transmission, mais aussi par une tendance, plus que jamais manifeste dans l'histoire du mouvement psychanalytique, à la division, au clivage et à la dissension. Enfin, il importe de ne pas négliger non plus une autre conséquence paradoxale de l'annulation du symptôme au sein des écoles de psychanalyse, à savoir qu'en se banalisant et en se normalisant, le fonctionnement pathologique tend à s'y instituer en norme. Cette normalisation du symptôme participerait donc non seulement à rendre malades les écoles de psychanalyse, mais surtout à considérer cet état mortifère comme normal. Et au comble du paradoxe, nous remarquons que cette mystification altère la logique même de la clinique en ce qu'elle conduit à confondre le soin du symptôme avec son camouflage, soit avec son renforcement. Tout au long de son enseignement, Jacques Lacan a éclairé les dévoiements qui affectaient la psychanalyse et la transmission, qui affectaient la pratique et la transmission de la psychanalyse. Aujourd'hui, le procédé défensif qui sous-tend ces problématiques apparaît d'autant mieux qu'il perpétue, cette fois avec l'enseignement de Lacan, les mêmes clivages, dissensions et dévoiements. Si cette normalisation du symptôme témoigne de la tendance structurelle du moi à mystifier sa réalité, et si de fait elle ne concerne pas uniquement les écoles de psychanalyse, ni les universités de médecine ou de psychologie, cette tendance y apparaît avec d'autant plus de tranchant que ces institutions forment à la reconnaissance, à l'élucidation et au traitement de ce qui s'y trouve camouflé. Face à l'ampleur du phénomène et à la dimension universelle du procédé défensif, nous pouvons alors nous demander si cette normalisation du symptôme au sein des écoles de psychanalyse constitue réellement une fatalité. J'étais étudiant quand j'ai intégré l'école de psychanalyse du réseau pour la psychanalyse à l'hôpital. Au contraire des propos décourageants que j'entendais à l'université, le discours du docteur De Amorim offrait une perspective joyeuse et épanouissante de la profession. La possibilité de recevoir des patients en étant étudiant, de s'installer en libéral rapidement, de bien vivre de sa clinique, de s'épanouir dans son métier et dans sa vie. L'enseignement du président de l'école se différenciait radicalement des discours plombants qui se diffusaient dans les universités et écoles de psychanalyse. Non, ce n'était pas obligé de devoir multiplier des postes sous-payés en institution. Non, ce n'était pas obligé d'attendre 50 ans avant de s'installer en libéral. Et non, ce n'était pas obligé d'être souffrant et déprimé. Ce n'était pas obligé et surtout, ce n'était pas normal. Autrement dit, au contraire d'une banalisation du symptôme qui érigeait ce dernier en norme institutionnelle, c'est la construction du désir qui était considérée comme normale au sein du RPH. Eh bien, c'est dans cette articulation dialectique entre le symptôme et le désir que nous pouvons repérer ce qui se noue dans la transmission de la psychanalyse. Au lieu d'une lecture défensive, où le moi du soignant se convainc d'être normal vis-à-vis d'un semblable qu'il étiquette comme aliéné, au lieu d'une conception tout aussi imaginaire, où le moi généralise son symptôme en considérant normal d'être souffrant,
L'expérience que mène le RPH depuis des décennies met en exergue les dimensions dynamiques, topiques et économiques du symptôme et de son évolution. Ni rejeté catégoriquement, ni annulé rétroactivement, le symptôme est accueilli dans une perspective de résolution, c'est-à-dire avec clémence, bienveillance, mais sans complaisance ni complicité. Si c'est dans sa psychanalyse personnelle que le clinicien peut dénouer ses symptômes en construisant son désir et sa subjectivité, l'ensemble de la formation au sein de l'école favorise ce dénouement, en invitant le clinicien à commencer au plus tôt sa pratique clinique, à témoigner publiquement de ses difficultés, à participer à des colloques, à les organiser, à assumer la direction d'un groupe d'études et différentes charges au sein de l'école. La formation introduit une tension entre le rapport de l'être à son désir et la jouissance qui nourrit son symptôme et ses organisations intramoïques. Entre l'aliénation du moi et la subjectivité, entre l'évitement et la construction de sa responsabilité, entre la jouissance symptomatique et la construction du désir, la formation du psychanalyste met en évidence l'importance du choix et du renoncement, soit de la castration symbolique. Autrement dit, la formation du psychanalyste est indissociable du rapport éthique que ce dernier construit à l'égard de son désir et de sa position de sujet. C'est de cette éthique que dépend sa pratique, son exemplarité et son autorité, ce qui souligne que la responsabilité du psychanalyste ne s'arrête pas aux portes de sa consultation. L'enseignement du docteur de Amaury met précisément en lumière cette articulation, tout comme l'écueil qui consiste pour le moi à compartimenter sa vie privée et sa vie professionnelle. En d'autres termes, un psychanalyste ne peut occuper sa fonction correctement s'il se comporte dans sa vie médiocrement. Il a perdu le droit de tricher, de se cacher derrière son moi et de continuer à jouir de ses symptômes. Éthiquement, il vise, sans ne jamais pouvoir y arriver totalement, à ce que la castration symbolique embrasse l'ensemble de sa vie. C'est ce pourquoi la cure du psychanalyste constitue le pilier de sa formation, et c'est ce pourquoi, la position de sujet n'étant pas une acquisition, sa cure s'avère sans fin tant qu'il occupe sa position. Cette considération éthique est donc essentielle pour le fonctionnement de l'école. En favorisant le dénudement plutôt que le gonflement du moi, cette dernière peut dès lors viser à ce que la théorie enseignée s'articule davantage au réel de la clinique plutôt qu'à l'imaginaire de chacun. Elle peut viser à ce que les cliniciens y affinent ensemble la technique psychanalytique plutôt qu'ils ne se divisent et clivent leur pratique en fonction des accointances de leur moi. En distinguant le désir et le style du psychanalyste de la volonté et de l'obstination de son moi, l'école peut alors favoriser la recherche et la transmission de la psychanalyse tout en la protégeant de ses clivages et de ses dévoiements. Et pour le dire autrement, elle peut veiller à ce que les symptômes des analystes ne s'y invisibilisent et ne s'y instituent en normes de fonctionnement. Par cette distinction, l'école malade n'apparaît plus comme une fatalité et la norme de ne plus s'articuler aux symptômes banalisés peut alors s'orienter vers la construction du désir, de la joie et de la responsabilité. Je vous remercie.